Jeux vidéo, santé mentale et intelligence. Si j'avais su qu'un jour j'allais faire un titre pareil, et tout ça grâce à un dinosaure célèbre et un gamer neuropsychologue, ou un neuropsychologue gamer. Oui, parce que je sais pas vous, mais c'est pareil que pour tous les thèmes et tous les sujets, sur les jeux vidéo, on entend de tout et n'importe quoi, qu'ils peuvent rendre bêtes, qu'ils peuvent rendre fous. Il y a beaucoup de stéréotypes, d'idées fausses, de désinformations qui tournent. C'est explosif. Et donc, cet épisode est pour vous. Je vous explique. Mathieu Serbet est neuropsychologue et créateur de contenu. Il a créé l'association Raptor Neuropsy, responsable et coupable de nombreuses vidéos sur YouTube, toutes plus instructives et divertissantes les unes que les autres, avec la chaîne Raptor Neuropsy donc, et de très nombreuses infographies sur tous vos réseaux sociaux favoris. En solo ou avec ses associés, il y aborde les thèmes qui nous sont chers. Psychologie, neurosciences, neuropsychologie, troubles et pathologies et des connaissances basées sur les preuves les plus fiables et les plus rigoureuses possibles. Et ça tombe bien parce que ce sont aussi nos sujets de prédilection. Je suis Raph et vous êtes les bienvenus sur Intensément Podcast. Avec vous, j'explore l'univers des hauts potentiels intellectuels, HPI, des neuroatypiques et compagnie à la recherche des infos les plus fiables possibles avec une ouverture d'esprit critique. Pour cet épisode, notre vaisseau spécial se dirige vers une terra incognita. Mathieu Serbet est en effet aussi un grand fan de video games et il vient tout juste de sortir un livre. Incroyable, le nombre d'écrivains et d'écrivaines qui se succèdent sur ce podcast. À croire que c'est devenu une émission littéraire. Enfin, ce livre s'appelle Jeux vidéo et santé mentale. Je vous le recommande si vous voulez non seulement en savoir plus sur la santé mentale, sur les jeux vidéo, mais aussi sur les mondes virtuels qui peuvent accompagner le développement et le rétablissement des petits et des grands, quels sont les impacts précis des jeux sur notre petit cerveau, et puis les liens avec les thérapies et l'énigmatique remédiation cognitive, le tout dans un style résolument 2.3.4.0. On va donc aborder tout ça avec Mathieu, avec un bonus sur les liens entre vidéogame et intelligence au sens du quotient intellectuel. Alors donc, c'est parti pour cet entretien, encore une fois exclusif, qui vous est offert par les contributeuristes de ce podcast, que je remercie intensément. Si vous aussi, vous voulez contribuer à ce média, qui n'existe que grâce à vos dons, si vous voulez donc me permettre de continuer mon travail et de vous apporter le maximum de connaissances, de matière à penser, d'échanges sur tous ces sujets qui nous tiennent à cœur, vous le savez, il y a un lien unique dans la description de cet épisode. Et vous pouvez aussi rejoindre directement sur YouTube en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ou pour seulement 1,99 € par mois, vous serez membre de notre vaisseau spécial. C'est parti pour l'entretien avec Mathieu Serbet, Raptor Neuropsy. Je suis franchement ravi de t'avoir sur Intensément Podcast. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir aussi. Maintenant que le podcast est consacré au HPI, mais aussi aux neuroatypiques, entre guillemets, et compagnie, je peux me permettre d'inviter tout un tas de personnes qui me paraissent super intéressantes à suivre et à écouter et à regarder. Eh ben, merci beaucoup. Au nom de tous les collègues de l'asso, du coup. Voilà, justement, on va parler de ton asso tout à l'heure. Alors d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Donc, je suis Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie, diplômé depuis 2017 de l'université de Strasbourg. Et je travaille à Nancy dans un centre de réhabilitation psychosociale, dans tout ce qui est coordination de formation pour accompagner les professionnels avec des nouveaux outils de santé mentale, etc. Et depuis 2019, donc je suis président de l'association Raptor Neuropsy, dont on parlera juste après. Et j'ai l'occasion de créer des contenus en santé mentale, d'animer des conférences, des webinaires, des choses comme ça. Et je suis aussi auteur depuis la fin d'année dernière d'un nouveau livre. Ça fait pas un peu trop ça pour être gamer en même temps ? C'est ce qu'on me dit souvent, c'est ce que je me dis souvent aussi. Mais ça va, je tiens. Tu es plutôt connu de mon côté par la chaîne YouTube Raptor Neuropsy, qui est en fait, donc tu viens de le dire, une association. Est-ce que tu pourrais en parler, s'il te plaît ? Donc le Raptor Neuropsy, donc c'est une association qui existe depuis 2019, ça fait un peu plus de 4 ans. On est une quinzaine de personnes, quasiment que des psychologues, pas que neuropsy, mais aussi de plein d'autres spécialités.
d'autres personnes aussi. On a une ergothérapeute, par exemple, on a des étudiants. Enfin, voilà, on a différentes personnes qui nous accompagnent. Notre but, c'est vraiment de créer des contenus pour informer le plus grand nombre, que ça soit le grand public, les personnes concernées par des troubles psy, des professionnels de santé, des étudiants, etc., des parents, par exemple, pour transmettre de l'info vulgarisée, accessible, mais aussi rigoureuse autour des thématiques liées à la santé mentale. Donc, ça va être des troubles psychiques comme la schizophrénie, la dépression, le trouble bipolaire. Ça va être aussi les troubles du neurodéveloppement, le TDAH ou les troubles du spectre de l'autisme. Mais ça va être aussi des thématiques qui vont graviter autour, comme par exemple la vie affective et la sexualité, les études. On a aussi des choses sur nouvelles technologies et cognition, ou des outils pratiques. Enfin voilà. Donc le but, c'est vraiment de diffuser gratuitement, massivement de l'information. Et pour ça, on va avoir un site internet, raptorneuropsy.com. Et on va avoir aussi une chaîne YouTube, t'en as parlé, effectivement. On a une centaine de vidéos depuis qu'on l'a lancé. Et on est sur un peu tous les réseaux sociaux. C'est comment l'exercice de vulgariser lorsqu'on est un véritable neuropsychologue et qu'on doit essayer d'amener ça à un public super large finalement? Alors ça demande beaucoup je dirais, d'esprit de synthèse déjà et de pédagogie. Par exemple, pour parler pour moi, je suis aussi enseignant à côté à l'université parce que c'est vraiment un truc qui me porte aussi, pouvoir transmettre des connaissances. Je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à ouvrir la porte de la vulgarisation, puisque du coup, l'idée c'est de prendre les connaissances qu'on a et de le transférer à un autre public qui ne les a pas encore. Dans le cas du grand public, on a des gens tellement divers, c'est un public tellement varié, hein, comme tu le dis, c'est très large. Là, ça va être encore un autre travail, mais finalement. On voit aussi avec l'expérience, c'est-à-dire que les premières vulgarisations, les premières fiches qu'on a faites, elles n'avaient pas du tout la tête qu'elles ont maintenant, elles n'étaient pas aussi claires qu'elles le sont maintenant. Donc je dirais qu'on apprend à synthétiser, à transmettre l'information scientifique avec des mots de la vie de tous les jours, mais aussi beaucoup avec des exemples concrets de la vie quotidienne. Je pense que ça, quand on parle de santé mentale, aller dans le concret, la vie quotidienne, les symptômes que tout le monde peut rencontrer, ça va porter cette vulgarisation-là. Il y a des personnes qui disent que le problème de la vulgarisation, spécialement au niveau de la psychologie, de la neuropsychologie, je pense, c'est que on peut pas mettre toute la nuance, tous les dégradés de trucs qu'il faudrait mettre pour pouvoir exactement comprendre tout un tas de concepts, de construits et tout ça. Alors, je sais pas, toi, ton expérience, votre expérience avec votre équipe. Je pense que même encore maintenant, c'est pas quelque chose qui est résolu à 100% parce que, comme tu dis, on veut transmettre quelque chose qui est très complexe et que même la science ne comprend pas encore parfaitement parce que ça reste une discipline qui évolue en permanence. Du coup, je dirais que, en tout cas, chez nous, ça passe beaucoup par des petits astérisques, des petits messages, attention, non exhaustifs, consultez un professionnel si besoin, ou alors toutes les infos ne peuvent pas être contenues dans cette infographie, etc. On va souvent aller répéter ce truc de là, vous avez juste une synthèse, une introduction, quelques mots pour présenter un concept, une maladie, un trouble, etc. Donc je pense effectivement que c'est complexe. Même avec le temps et les années, on voit qu'il y a toujours cette barrière-là, mais de par l'objet lui-même qui est complexe en fait. C'est bien de relever le défi et je trouve que vos fiches et tout ça sont vraiment très bien. Vous essayez, je suppose que c'est en groupe, d'essayer de passer par l'humour aussi. C'est un moyen d'accrocher. Il y a une époque, j'en fais plus maintenant, on a moins le temps de faire les vidéos, mais où je faisais même des fausses publicités au début ou des choses comme ça un peu parodiques. On teste des méthodes, quoi. Ces derniers mois, on est sur des formats courts d'introduction en 3 minutes. Ça permet de soulager le travail tout en permettant quand même aux personnes d'accéder à du contenu sur les troubles, etc. C'est très, très chronophage. Tu connais bien. Ouais. Et donc, à propos de chronophage, tu en as profité pour écrire un livre, donc. C'est ça. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec le temps que j'ai pas? Et sur un thème qu'en fait, le podcast, ici, moi, j'ai jamais abordé. Et je sais pas, je me demandais, avant de te poser la question, ça peut correspondre aussi à la même question, qui est quelle est ta motivation derrière la rédaction de ce livre? Moi, je me pose la question de savoir si en fait c'est souvent abordé ce thème ensemble, jeux vidéo et santé mentale. Eh justement pas trop. Alors il y a quand même quelques auteurs, quelques collègues psychologues qui ont déjà écrit dessus ou sur l'utilisation en thérapie. Je pense à Yann Leroux, je pense à Frédéric Tordeau notamment, qui ont pu écrire dessus ces dernières années. Ça reste encore très très peu abordé. On l'a fait un petit peu avec l'association sur quelques infographies et quelques livrets sur les jeux vidéo, comment ça entraîne la cognition, etc. Des choses un peu en neuropsychologie. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus vulgarisé, je dirais, à l'heure actuelle. Et j'ai voulu apporter ma petite pierre à l'édifice là, en espérant qu'il y ait d'autres personnes qui suivent et qu'il y ait d'autres contenus qui soient produits. Mais c'est quand même des choses qui émergent de plus en plus parce qu'on sait que c'est très utilisé et qu'il y a des choses cool à faire avec.
Moi, depuis vraiment que je suis enfant, depuis le premier ordinateur qu'on a eu en famille, etc., j'ai toujours beaucoup apprécié les jeux vidéo. En plus jeune, c'était plus des jeux un peu éducatifs ou des trucs un peu des énigmes ou des choses comme ça. J'ai grandi avec ça, puis après, ça s'est diversifié avec les années. Mais c'est vraiment parce que j'ai à la fois la casquette de neuropsy et la casquette de quelqu'un qui est passionné par les jeux. J'ai voulu mettre ça ensemble et donc écrire quelque chose, non pas seulement parce que il y a pas encore beaucoup d'ouvrages, mais aussi parce que moi ça me passionne énormément, quoi. C'était aussi parce que j'avais cette envie-là, cette motivation très profonde d'aller vers ce sujet-là. Souvent, les vidéos ou les articles qu'on voit au sujet de jeux vidéo et santé mentale, c'est plutôt dans le négatif pour dire les méfaits, pour dire les dégâts, pour dire attention. J'ai l'impression que ça fait 120 ans que les jeux vidéo existent et on en parle toujours dans le sens de c'est pour enfants ou ci ou ça, alors qu'en fait, tu montres bien dans ton livre la proportion de gens qui utilisent les jeux vidéo, leur âge, leur sexe, c'est pas que des petits garçons dans leur coin comme on imagine. Et j'ai toujours du mal à comprendre ces idées reçues qui, en fait, j'ai l'impression que les gens même qui jouent aux jeux vidéo et qui auraient 45 ans continuent à colporter. C'est ça qui est rigolo. Oui, c'est assez fou parce que justement, je m'étais renoté les chiffres pour qu'on puisse aborder la question, mais comme tu le dis, on est loin de ces idées reçues-là. On est sur une moyenne d'âge de 40 ans, autant d'hommes que de femmes. Donc, on est loin de l'ado masculin tout seul dans sa chambre ou un peu les clichés qu'on peut avoir des fois des gamers. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est 7 Français sur 10 qui jouent régulièrement. Donc, c'est quand même des chiffres assez forts finalement. Quels seraient, si on voulait schématiser, les bénéfices versus les aspects négatifs des jeux vidéo en santé mentale? Alors du coup, moi j'ai l'habitude de les présenter, c'est comme ça que je le fais dans le livre aussi, sous le prisme du rétablissement, de comment avec un trouble psy ou un trouble du neurodéveloppement, je vais apprivoiser mon trouble, mes difficultés, apprendre à faire avec, apprendre à aller au-delà, etc. Et du coup, ce qui est quand même bien remarqué dans la littérature, même si je vais pondérer mes propos, je prétends pas que c'est des trucs miraculeux ou quoi que ce soit, hein, loin de là, mais il y a des choses qui vont dans le sens de les jeux vidéo, ça peut aider dans les comportements sociaux, ça peut aider à rompre l'isolement social aussi, contrairement à l'idée reçue quand même de c'est quelque chose qui va isoler. Justement, il y a plutôt quelque chose de sentiment d'appartenance à la communauté, de partager quelque chose avec des amis ou créer des relations aussi en ligne qui valent pas forcément moins que des relations dans la vraie vie, on va dire ça comme ça. Il y a des bénéfices qui peuvent être constatés au niveau social. Toujours à pondérer, si on joue trop, si on est dans des choses plus de dépendance, etc. J'imagine qu'on y reviendra un peu après. Là, c'est autre chose, mais avec un usage normal du jeu vidéo, il y a des bénéfices au niveau social. Il peut y en avoir aussi, et c'est surtout là que la littérature, elle est très très documentée, au niveau cognitif. C'est-à-dire vraiment les capacités d'attention, de mémoire ou de flexibilité mentale, de prise de décision, d'exploration visio-spatiale. Enfin, ça pour le coup, les articles, ça fait quelques décennies qui creusent vraiment beaucoup la question, puisque moi-même je suis pas chercheur, hein, j'ai dû faire un travail de collecte de données, on va dire. J'ai pas moi-même mené d'études. Et du coup, il y a des choses quand même très positives sur le plan cognitif, développer des compétences sur le plan de la cognition de manière générale. Après, ce qui a comme bénéfice aussi, ça peut être l'utilisation en thérapie, parce qu'on se rend aussi compte de plus en plus que les jeux vidéo peuvent être utilisés dans le soin, comme outil complémentaire aux offres qu'on a déjà. Par exemple, pour les personnes qui vivent avec un trouble du déficit de l'attention, un TDAH, des personnes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Mais ça peut être aussi utilisé avec des personnes qui vivent avec une schizophrénie ou des choses comme ça, ou des phobies. Il y a des jeux qui sont créés spécifiquement pour travailler sur la peur des hauteurs, sur la claustrophobie ou sur la phobie des animaux, par exemple. Enfin, il y avait des études assez intéressantes là-dessus. Donc, je dirais globalement, il y a des bénéfices au niveau de la vie sociale, au niveau des compétences cognitives, au niveau aussi des capacités, au niveau thérapeutique, je le disais. Enfin voilà, il y a différentes sphères sur lesquelles on va pouvoir trouver des choses intéressantes. Et c'est comme ça que j'ai essayé de décortiquer un peu la question du lien entre les deux, entre jeux vidéo et santé mentale. Tu développes d'abord ce qu'est la santé mentale en général, ce dont tu t'occupes toi en tant que neuropsychologue, où on peut retrouver tout un tas de sujets, de thèmes et de domaines que vous avez déjà abordés avec Raptor Neuropsy. Ça permet d'avoir dans un petit livre toute une synthèse de ce que vous avez fait et de comprendre un peu les troubles neurodéveloppementaux et tout un tas d'autres pathologies et de relier ça effectivement aux bénéfices que pourraient apporter les jeux vidéo à ces problèmes-là. Alors juste
par curiosité, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont se dire, oh, mais alors c'est quoi Est-ce que tu pourrais donner un exemple pour le TDAH ou pour l'autisme de jeux vidéo qui serait bénéfique ou de bénéfices que pourrait apporter le jeu vidéo? Alors j'ai pas un exemple de jeu en particulier. Ça, on pourra en reparler, mais je pense que beaucoup de jeux peuvent être bénéfiques pour plein de raisons à partir du moment où il y a un gameplay, donc la façon dont le jeu est construit, qui va favoriser le fait d'aller solliciter notre attention, notre concentration, ou le fait de venir un peu charger la mémoire à court terme, ou des choses comme ça qui peuvent être justement, par exemple dans le TDAH, qui sont compliquées, hein, l'attention, la mémoire à court terme, des choses comme ça. Ça peut être par exemple des jeux pour renforcer l'adhésion aux soins, la motivation, parce que c'est un moyen aussi ludique de venir accrocher la personne, peut-être plus chez les enfants et les ados, mais pas forcément, je pense. Il y avait un truc qui était intéressant dans une étude qui a une dizaine d'années, qui parlait du sentiment d'agentivité aussi dans le TDAH, c'est-à-dire qu'avec le jeu, se sentir acteur, actrice de quelque chose aussi, ça peut venir renforcer le sentiment d'auto-efficacité, de compétence, peut-être l'estime de soi. Enfin, c'est pas spécifique au TDAH. Oui. Voilà, c'est vraiment des choses générales, mais qui ont été étudiées dans les articles que j'avais trouvés avec des personnes qui présentaient un TDAH, justement. Mais je pense que ça peut être peut-être un peu transposé. Pour ce qui est de l'autisme, il y avait la question de l'entraînement des capacités exécutives. Donc ça va être la planification, la flexibilité, l'inhibition, la prise de décision. C'est un peu toutes ces capacités-là qui peuvent faire défaut chez les personnes avec un TSA, mais aussi dans le cas du TDAH. Ça peut venir aussi réduire le stress, réduire l'anxiété. Enfin voilà, il y a différentes petites choses comme ça qui ont été repérées dans la littérature, et j'avais essayé de compiler un peu toutes ces notions. Et c'est assez encourageant, avec après quelques petits points pas de vigilance, mais voilà, il faudra que les choses se confirment dans les années à venir, avec peut-être créer des jeux plus spécifiques pour les personnes concernées. Voilà, par exemple, l'autisme, c'est un spectre tellement large que ça veut dire quoi entraîner quelque chose alors qu'il y a tellement de personnes avec tellement de profils différents. Donc, voilà. Oui. Encore des choses à créer. Si je prends mon fils, par exemple, il a du mal à être attentif à ce qu'on lui dit, mais par contre, dès qu'il est sur un jeu vidéo, alors là, l'attention, c'est hyper focus total. Ouais. Donc, je me disais, est-ce que ce genre de jeu, au final, c'est pas pour lui, ça serait pas pour un TDAH de ce type-là? Complètement. Là, je vais citer un collègue qui s'appelle Sébastien Serlet, qui est neuropsychologue également, avec qui je fais beaucoup d'interventions. Lui travaille beaucoup dans la réalité virtuelle, mais partage aussi plein de choses sur la question des jeux vidéo. Et lui, il dit souvent, je crois que c'est « dis-moi à quoi tu joues, je te dirai qui tu es ». Quelque chose comme ça, ou c'est dans l'autre sens. Mais en gros, l'idée, c'est les personnes qui ont un TDAH, par exemple, chercher des jeux où il y a plus de récompenses immédiates, où c'est des parties plus rapides. Parce que sinon, justement, faut garder l'attention pendant plus longtemps, ça peut être plus compliqué. Peut-être aussi, il disait que quelqu'un qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme, il va peut-être moins chercher dans les interactions sociales. Voilà, bon, ça peut être un peu caricatural, mais dépendamment des profils, quoi. D'accord, donc essayer de trouver un jeu qui délaye le moment où il y a la récompense pour qu'il puisse apprendre. Par exemple. Enfin, c'est un exemple, mais c'est ce genre de truc concret que pourrait amener un jeu vidéo. Complètement. Oui. À la lecture de ton livre, j'avais tout un tas d'idées qui me venaient, mais qui étaient plus ou moins contradictoires, étant donné que je ne suis pas neuropsy et je ne suis pas Raptor. Est-ce qu'il y avait pour l'écriture de ce livre des enjeux précis auxquels tu devais t'attaquer ou débunker, des idées fausses, des désinformations? On en a parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en avait tant que ça, et est-ce que tu pourrais faire une mini liste de désinformations et d'idées fausses peut-être? Complètement. Moi, je m'en étais noté 3. Donc, il y avait la question déjà du profil des joueurs dont on a déjà parlé, avec l'âge, le genre, etc. Les 2 autres que je m'étais noté, il y avait la question de la violence. La classique, est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Voilà, oui. Je crois qu'elle revient à chaque fois. Enfin, il y avait celle-ci, il y avait la question des écrans. Pour ce qui est de la question de la violence, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que, pareil, je prends avec des pincettes, je ne sais pas tout, mais que c'est pas encore résolu. De ce que j'ai compris, il y a 2 écoles. Donc, il y a des personnes qui vont être plutôt dans l'idée que les jeux vidéo vont désensibiliser et donc potentiellement créer une imitation de la violence dans le monde réel. C'est la première idée. La deuxième idée, c'est que les jeux vidéo vont avoir un effet cathartique. Donc ça veut dire un effet exutoire, un effet décharge des émotions déplaisantes, décharge du stress. Par exemple, on est énervé, on joue, ça détend. Voilà, cathartique. Ces 2 écoles-là, c'est ce qu'on trouve dans les dernières données. Il n'y a pas forcément une réponse définitive. Pardon, excusez-moi de te couper. Quand tu parles d'école, tu parles de théorie ou d'études, de ce que trouvent les études? Alors c'est vraiment les études ont pu mettre en avance des fois l'un, des fois l'autre, et du coup on a un peu 2 courants de pensée. J'exagère peut-être en disant ça, mais voilà. Pensée, voilà. Ouais. Okay.
Je pense que ça peut peut-être un peu résumer la chose. Et du coup, en fait, il y a aussi plein d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu, c'est-à-dire que déjà tous les jeux vidéo ne montrent pas de la violence. Donc finalement, quand on dit jeux vidéo violents, on pense tout de suite à Call of Duty, à Fortnite ou à des choses comme ça, alors qu'on oublie que il y en a tellement d'autres qui sont dans la construction, dans je sais pas, des jeux de course, des jeux de plateforme, des jeux d'énigmes. Enfin, tous les jeux ne sont pas du tout ne représentent pas du tout de la violence. Et en fait, on s'est rendu compte que ça allait beaucoup dépendre de la personne, c'est-à-dire qu'on peut mettre deux personnes différentes devant un jeu qui va représenter de la violence, elles vont pas réagir de la même manière. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a du mal à gérer peut-être le stress, la frustration, qui est quelqu'un qui présente une agressivité de base, etc., ça peut venir majorer. Chez quelqu'un qui a pas les mêmes caractéristiques, on n'aura pas du tout les mêmes problématiques de violence. Et le point aussi qui était intéressant dans la littérature, c'était le fait qu'il y a beaucoup d'études qui ont été évaluées. Est-ce que on a de la violence, de l'agressivité après avoir joué, et c'est souvent mesuré à court terme. Et du coup, il y a ce truc-là que d'autres chercheurs disent ok, à court terme, on vient de jouer, on sort du jeu, on est un peu énervé, mais finalement, est-ce que ça reste? Est-ce que ça va vraiment créer quelque chose de l'ordre de ça va rendre violent? Donc voilà, c'est la question qui revient souvent. C'est pas résolu à 100%, mais on n'est pas sur un truc aussi simple que les jeux vidéo rendent violents, et ça dépend de plein de facteurs, et ça rejoint la question de la complexité que tu disais au début, tellement de choses qui rentrent en jeu finalement. Mais je m'étonne qu'il y ait un focus sur ces jeux-là, alors qu'au final, j'ai l'impression que c'est la même chose pour la musique, pour le cinéma, pour tout, même pour les livres. À la fin de certains livres, je suppose qu'on a la haine ou on est amoureux ou j'en sais rien. Est-ce que ça nous change vraiment? Est-ce qu'on va être amoureux toute la vie parce qu'on a regardé une série romantique? Je sais pas. Voilà. À la fin des livres, j'ai plus souvent peur parce que j'arrête pas de lire du Stephen King en ce moment, mais j'ai une étagère entière derrière. Je veux dire, c'est ça. Est-ce que tu vas avoir peur toute ta vie? Voilà. C'est très passager en fait. C'est le média qui transcrit une émotion. Tu sors du cinéma, t'as vu un film d'horreur, t'es pas bien, mais tu vas pas être pas bien forcément tout le temps. Après, évidemment, ça dépend des personnes, mais c'est intéressant que cette question de comparaison aux autres médias, parce qu'en fait, j'avais un peu lu des choses sur le cinéma, où en fait, dans les premières années qui ont suivi l'invention du cinéma, donc on est à la fin du 19e siècle, du coup, c'était aussi décrié que les jeux vidéo maintenant, tu vois, c'était un truc où c'est un nouveau média qui arrive. Alors, en l'occurrence, les jeux vidéo, c'est un peu embêtant parce que ça fait 50 ans que ça existe, donc on devrait commencer à s'y faire. Exactement. Parce que c'est une question qu'on m'a déjà posée, à laquelle j'ai déjà réfléchi, c'est pourquoi est-ce qu'on a ces idées reçues-là qui restent sur les jeux vidéo. Je pense que c'est très intéressant de se la poser. Et en fait, si on dit que les jeux vidéo rendent violents, alors là, on entre dans un autre débat, mais c'est aussi un moyen de pas aller chercher d'autres problèmes. De dire, du coup, le problème, c'est ça, c'est les jeux vidéo. Voilà, on a déjà des politiques qui ont sorti ça, par exemple. C'est un autre débat, mais c'est aussi un moyen de détourner peut-être le propos. Ben ouais, exactement. Et donc là, c'était le deuxième ou c'était le troisième? C'était le deuxième. Le troisième, c'était la question des écrans, pareil, qui sont ultra diabolisés. Pour le coup, c'est pareil que les jeux vidéo en général. Je viens pas dire il faut que tout le monde joue tout le temps et c'est très bien, et je viens pas dire il faut que tout le monde se mette devant des écrans tout le temps et c'est très bien. C'est pas le propos. L'idée, c'est de dire que c'est pas aussi tout noir que ce qu'on prétend, parce que par exemple, on voit le fait d'être devant les jeux vidéo, on est donc tout le temps devant les écrans, donc ça va peut-être réduire les compétences ou des choses comme ça va enfermer l'enfant. On en parle surtout pour l'enfant, on en parle moins pour l'adulte quand même. Et en fait, on se rend compte dans les dernières études, il y en avait 2-3 intéressantes qui étaient sorties sur la fin d'année dernière, que c'est beaucoup le contexte autour qui va jouer. C'est-à-dire quelqu'un devant les écrans, on va dire un enfant devant les écrans, ne va pas du tout avoir les mêmes conséquences, les mêmes effets négatifs selon l'entourage parental, selon comment ça se passe à l'école, selon les échanges qu'il y a entre les parents et les enfants, les moments qui sont passés, ou les autres activités aussi, parce que on peut jouer un certain nombre d'heures et aussi à côté lire des bouquins, oui. Voilà. Tout le contexte autour qui va jouer, et donc les jeux vidéo et la violence, c'est pas aussi clair que ça, et les jeux vidéo et le temps passé sur les écrans, c'est pas non plus aussi facile que ça. C'était les deux grosses idées que j'avais. Et est-ce que, en préparant ce livre, tu as découvert quelque chose auquel tu ne t'attendais pas? Pour le coup, c'était la première fois que j'avais cette question, et ça m'a fait plaisir d'y réfléchir. Et en fait, justement, je m'attendais pas à ce que les éléments de la littérature soient aussi optimistes. Alors, encore une fois, je pondère mes propos parce que les études scientifiques, c'est des choses qui sont en perpétuel mouvement, hein. Mais en fait, je cherchais en me disant, je vais essayer de contrebalancer, de dire, qu'est-ce qu'il y a qui marche, qu'est-ce qu'il y a qui marche pas. Et en fait,
il y a très très peu de résultats négatifs. C'était pas faute de creuser. Je me suis dit, c'est pas parce que j'aime les jeux vidéo que je vais juste dire que ça marche. Je me suis dit, je vais voir qu'est-ce qui va pas aussi. Et finalement, c'est plus difficile à trouver parce que les études récentes ont quand même tendance à mettre en avant des choses assez positives. Et du coup, c'était plus éloigné des idées reçues que ce que je pensais. Je me suis dit, il va y avoir peut-être un mélange des deux. Je vais un peu redorer l'image, mais voilà, voir aussi qu'est-ce qu'il en est pour de vrai. Et finalement, c'était plus positif que ce que je pensais. C'était la bonne surprise. Ah, c'est cool alors. On rappelle que ton livre est pas uniquement sur les jeux vidéo et la société, mais les jeux vidéo et la santé mentale, et que tu rentres dans le détail de chaque... alors, je sais plus les listes de troubles et pathologies dont tu parles. Et ce qui m'a percuté aussi, c'est le principe dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça agit sur les fonctions cognitives. En fait, on perçoit l'impact des jeux vidéo sur les fonctions cognitives. J'ai cru comprendre que lorsqu'on mesure le quotient intellectuel, on mesure les capacités cognitives. Donc, je suppose qu'on mesure certaines de ces capacités cognitives qui sont impactées par les jeux vidéo. Donc, je me posais la question de savoir s'il y avait des études qui mettaient en lien les jeux vidéo avec les capacités cognitives, que ce soit en bien, en mal ou peu importe, ou en neutre. Alors complètement, j'ai été creuser un petit peu la question, peut-être pour redéfinir un peu le QI et l'intelligence rapidement. Donc on a des modèles qui marchent plutôt bien. L'intelligence, c'est un peu comme la question des émotions. Il y a toujours un peu des trucs à décortiquer. C'est jamais 100% un truc définitif. Mais aujourd'hui, il y a quand même un consensus global pour dire que l'intelligence, voilà, il y a différents facteurs, un facteur général d'intelligence et puis différentes capacités. Quand on va aller évaluer le QI, on va être sur 4 types de capacités. Donc, il va y avoir l'intelligence, on va dire, fluide, le raisonnement, la logique, des choses comme ça qui peuvent être épaulées par le fait de jouer à certains jeux, des trucs un peu casse-tête, un peu réflexion, où on vient un peu creuser cette question-là. Et on va aller aussi sur l'intelligence cristallisée, on va dire, c'est plus des connaissances, ça va être le verbal, ça va être le vocabulaire, des choses un peu de cet ordre-là. Et après, donc depuis la dernière version du QI, on évalue aussi la mémoire sur le court terme, la mémoire de travail, on appelle ça, et la vitesse de traitement. Voilà, grosso modo, ça c'est ce qui nous permet d'obtenir une mesure du QI et donc ce qui s'approche de ce qu'on pense aujourd'hui de l'intelligence dans notre modèle occidental. On va dire ça comme ça. Oui. Ça reste limité par les problèmes, les différences culturelles, etc. Quand on mesure ces choses-là, on va effectivement, comme tu le dis, on va aller sur des choses cognitives. On parlait de mémoire, on parlait de raisonnement, de choses comme ça. Et du coup, on peut imaginer que si les jeux vidéo viennent impacter positivement les compétences cognitives, derrière, pourquoi pas dire que au niveau de l'intelligence, on peut avoir des répercussions. Après, pareil, je préfère me montrer un peu prudent sur la question, mais il y avait quelques études intéressantes que j'avais trouvées. Je me les suis notées là. Ah, merci. Ça fait plaisir. Donc déjà, pour commencer, un point intéressant, tu connais peut-être l'effet Flynn avec l'augmentation du QI, voilà, tous les ans, etc. Je pense que tu connais bien. Alors, ces dernières années, on dit que ça diminue un petit peu. Il s'avère que c'est pas aussi tranché, aussi significatif que ça. Et du coup, il y avait des auteurs qui disaient que le fait d'avoir justement plein de technologies qui arrivent, ça a permis de développer plein de compétences différentes et ça peut venir expliquer peut-être, c'était une hypothèse, pourquoi est-ce qu'on a cette augmentation du QI avec les années. Parce qu'on vient apporter plein de compétences différentes aux gens. Donc ça me paraissait important à souligner, j'étais retombé dessus la semaine dernière. Et du coup, pour ce qui est de la question des jeux vidéo, donc on a des études anglaises et espagnoles qui datent des années 2016, 17, 19, on est dans ces eaux-là, qui ont observé des corrélations entre l'expertise sur certains jeux. Et là, j'ai quelques exemples. J'ai le professeur Layton, j'ai League of Legends, qui est pas mal connu, et Dota 2. Donc des jeux un peu d'arène multijoueurs. Et du coup, ils ont vu des corrélations positives entre le fait d'être expert à ces jeux et l'intelligence fluide, c'est-à-dire raisonnement, logique, l'intelligence sur le moment et sur l'adaptation. Voilà, c'est quelques études que j'ai piochées. Encore une fois, je reste vigilant par rapport à ça, mais on est sur quelque chose où on dit, ah oui, il y a moyen que ça vienne apporter quelque chose puisqu'on vient développer des compétences qu'on mesure en mesurant l'intelligence. Ou alors, ça serait les personnes qui ont une intelligence fluide développée aiment bien ce genre de jeu. Voilà, j'ai pas de réponse définitive à ça. Ouais, c'était une question que j'avais moins creusée pour mon livre, vraiment la question de l'intelligence, et du coup, je me suis surpris à découvrir des trucs intéressants. J'ai encore rencontré quelqu'un récemment qui m'a dit, à l'école, qui m'a dit, mais tu sais, les écrans, ça rend un peu les enfants cons.
C'est un classique aussi, ça. Les jeux vidéo rendent bêtes. Alors que je vois aucune raison pourquoi ça rendrait bête. Un point intéressant aussi à soulever, c'est devant quel jeu on met un enfant, parce que c'est quand même pas la même chose de mettre un enfant de, je sais pas moi, de 6-7 ans devant un jeu éducatif qui apprend les chiffres, la lecture ou la découverte du monde ou des trucs d'encyclopédie, enfin devant un jeu sérieux, les serious games qui sont créés spécifiquement avec un but éducatif. C'est pas pareil que de le mettre devant un jeu peut-être plus violent qui est déconseillé aux moins de 13 ans. C'est aussi quel jeu on utilise avec quel objectif pédagogique et éducatif. Et donc du coup, pour ça, il y a quand même des recommandations qui sont faites et notamment, on peut retrouver, je le place ici, je pense que c'est intéressant, le système PEGI. Donc c'est le système européen avec les âges minimum à partir duquel on peut conseiller à un enfant ou à un ado de jouer. Et c'est des balises à 3, 7, 12, 16 et 18 ans, si je ne m'abuse, selon le niveau de peur, de grossièreté, de violence, etc. Donc aussi une vigilance quand on va acheter un jeu, quand on va proposer quelque chose, d'avoir quelque chose qui va être adapté à l'âge. Même si c'est pas toujours facile parce que il y a la pression sociale, il y a aussi la volonté de l'enfant, etc. Enfin, je sais que c'est plus complexe. Écoute, en tout cas, c'est super intéressant. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais rajouter là pour les 10 dernières minutes ou un message à faire passer justement par rapport à ton livre, à la santé mentale et les jeux vidéo? Je pense que le message intéressant, c'est de rappeler que la santé mentale en général, c'est l'affaire de tous. Il y a tellement de troubles et de difficultés différentes que finalement, on connaît tous au moins une personne, en général plus, qui sont concernées. Il y a encore beaucoup de tabous autour de tout ça, mais je pense que on est quand même dans une bonne dynamique où il y a de plus en plus d'informations qui est proposée. L'idée vraiment de ce livre, c'était de dire que tout le monde puisse se saisir des questions autour de la santé mentale, et c'est pour ça que, comme tu dis, je fais un gros état des lieux au début. C'est quoi la santé mentale? C'est quoi un trouble psy? C'est quoi se rétablir d'un trouble psychique? C'est quoi la remédiation cognitive pour travailler? Oui. C'est souvent avec des neuropsychologues, voilà. Du coup, c'est quoi la remédiation cognitive, pardon? Oui. Alors, la remédiation cognitive... En deux phrases. En deux phrases. Ça va être un ensemble de techniques, d'outils, de programmes, etc., qui sont utilisés surtout par des neuropsychologues pour aider les personnes qui ont des difficultés, justement, au niveau cognitif. La mémoire, l'attention, l'organisation, la reconnaissance des émotions chez l'autre. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Et donc, il existe plein d'outils avec les années qui se diversifient pour accompagner plein de profils pour améliorer ces questions-là, puisque souvent dans le quotidien, c'est ce qui pose le plus de problèmes. Et il y a quand même de plus en plus de collègues qui ont tendance à utiliser, alors évidemment, complémentaire à tout le reste, mais à utiliser les jeux vidéo comme étant un levier pour la motivation, par exemple, ou aussi des supports pour apprendre, pour travailler la cognition, comme on disait, sur la remédiation cognitive. Du coup, donc je disais, l'idée du livre, ça va être de présenter tous ces concepts-là, que tout le monde puisse s'en saisir, et comme dans l'esprit de l'association Raptor Neuropsy, j'avais pour idée de créer quelque chose de très vulgarisé, qui serait utilisable, qui serait lisible pour les professionnels de santé ou du social, du médico-social, etc., mais aussi pour les profs, pour les parents, pour des ados. J'essaie de faire quelque chose quand même qui soit accessible à tout le monde, que ça soit pas juste un livre pour les pros, mais que tout le monde puisse s'en saisir. Donc, à partir du moment où il y a une curiosité pour les jeux vidéo, ou si nous-mêmes on y joue, si on a peut-être un enfant qui y joue, ou si on veut l'utiliser en thérapie, ou peut-être dans une formation avec des plus jeunes en classe, etc. Je pense que ce livre peut être accessible pour qui souhaiterait s'en saisir. En tout cas, je pense que c'est réussi. Je te remercie beaucoup. C'était super intéressant et en plus, c'était très, très concis et préparé. Ça, j'aime bien. J'ai mes notes, il n'y a pas de secret. Mais écoute, j'en souhaite bonne chance pour ce livre et bonne chance pour cette année 2024. Il est ici. Le voilà. Il est ici. Il est ici aussi. Avec une ordonnance pour du Concerta, mais ça va. Voilà. C'est ça. Je te remercie en tout cas beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir d'échanger. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures, j'imagine. Un grand merci à Mathieu Serbet. Si ce podcast avec cet épisode vous a apporté quelque chose, de la connaissance ou de la matière à penser, vous pouvez le lui rendre, vous pouvez me le rendre s'il vous plaît, en faisant les gestes qui aident dont je vous ai parlé au début de cet épisode. Merci à tous. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez commander le livre, il y a un lien directement dans la description de cet épisode et si vous passez par ce lien, ça me permettra de gagner quelques petits centimes sans que cela augmente le prix pour vous. Et là aussi, je vous en remercie énormément, intensément, very mucho, mucho. Comme vous le savez, intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Chaud.